Alors, on va faire très vite parce qu'on a eu l'occasion déjà de dire des choses sur notre travail. Cet après-midi, le labo ICAR présentera un travail qui a été mené de manière croisée entre nous autour d'une installation qui s'appelle les loges. J'en glisse juste un petit mot parce qu'on ne va pas le présenter là dans notre panorama. Parce que ça fait un peu un clin d'œil avec des propos tenus par Franck ce matin. Les loges, c'est un dispositif qui, avant de prendre cette forme-là, s'est inspiré de la période Covid où on voyait l'ancêtre, le théâtrophone, réapparaître. Théâtrophone qu'a mentionné Franck ce matin, avec une précipitation à vouloir faire du théâtre par téléphone. Ce qui nous a amené aussi à créer une logique de parloir qui permettent aux spectateurs de venir décrocher un combiné et découvrir un interprète qui leur fait entendre, juste avant d'entrer sur scène, l'extrait d'un monologue d'une pièce de théâtre. Mais j'en dis pas plus, puisque cet après-midi, on aura une présentation plus de la recherche du labo ICAR autour de cette installation. On va balayer quelques projets de manière très rapide. Comme je le disais ce matin, ça fait de nombreuses années qu'on s'intéresse de manière diverse et variée à la question de la rencontre entre le spectacle vivant et les technologies. Je pense, Nico, tu peux lancer le film. Je vais parler par-dessus, c'est pas terrible, mais je vais faire comme ça quand même. Ça permettra d'aller vite. Donc ça, c'est une cabine qui a été créée il y a 10 ans, qui s'appelle le LIR, qui est une bibliothèque digitale. Donc le LIR, c'est une cabine qui est une bibliothèque immersive, qui est itinérante, qui a une double origine. La première, c'est une très très vieille idée qu'on avait quand la compagnie s'est créée il y a 25 ans à l'université, où à l'époque, dans les FNAC, on proposait des lecteurs de code barre pour pouvoir écouter les disques avant de les acheter. Et déjà à l'époque, on s'était dit, mais pourquoi on ne fait pas ça sur les livres? Et puis ensuite, à l'arrivée à la direction du TNG, on a eu envie de développer des objets de médiation qui nous permettraient d'essayer d'ouvrir des portes d'accès à la littérature par l'usage du numérique. Et donc on s'est imaginé donner vie à cette bibliothèque qui serait un peu inspirée de la bibliothèque de Babel de Borges, cette idée que finalement on pourrait avoir l'infinité de la production littéraire à l'intérieur d'un seul et même espace. Et donc ça prenait cette forme-là où, avec cette idée qu'avait Borges aussi, que la littérature finalement ne meurt jamais, on peut oublier un livre quelque part, il suffit de remettre la main dessus et qu'un lecteur le retrouve le manuscrit pour que la littérature revive. Et c'est le geste qu'on a traduit finalement par l'idée de prendre un livre dans une bibliothèque, scanner son code barre et de voir réapparaître des hologrammes qui nous font rentrer dans la littérature du livre qu'on a choisi. On va avancer un peu. Spectacle créé en 2016, Hikikomori le refuge, qui s'est inspiré d'une psychopathologie sociale qui a été nommée au Japon, mais qui en fait est un phénomène planétaire. C'est le phénomène du repli sur soi qui peut frapper des jeunes adultes qui du jour au lendemain rompent toute communication et rentrent dans un isolement profond. On a essayé de traduire ça au théâtre avec une idée assez simple, qui est que tous les spectateurs étaient équipés d'un casque multicanal. C'est un spectacle familial à partir de 7 ans et il y a 3 narrations différentes qui accompagnent la vision d'un seul et même spectacle. Et quand je dis 3 narrations différentes, c'est pas des narrations qui se complètent et quand on les rassemble, le puzzle est reconstitué. C'est 3 perceptions très différentes. Et donc notre idée, c'était de reproduire cette logique de rupture communicationnelle dans la salle, en isolant chaque spectateur les uns des autres, à la fois par le casque audio, mais aussi par le fait qu'ils allaient vivre une expérience empathique qui les projetait dans un point de vue, et qu'il n'y aurait pas la possibilité à l'issue de dire je ne sais pas si j'ai bien compris le spectacle, ni pour les enfants de se tourner vers leurs parents pour dire expliquez-moi ce que j'ai vu, puisqu'on n'a pas entendu la même chose. Et donc il y avait cette idée de remettre en scène finalement à l'intérieur de la salle l'obligation de se parler pour créer cet effet de distance avec la rupture communicationnelle autour de cette grande fenêtre que vous voyez plus ou moins. Qui est, je peux juste intervenir, moi je l'ai fait avec mes enfants.
et mon compagnon, c'était intéressant que justement on avait chacun nos versions et qu'après, en effet, ça crée du dialogue après. Voilà, c'était juste pour être dans ton sens. Et tout ça tournait autour de l'idée que si cet adolescent était enfermé dans sa chambre et qu'on ne le voyait jamais sur scène, c'est aussi une manière pour lui de se remettre au centre d'un monde dont il aurait l'intégralité de la maîtrise, qui est matérialisée par cette grande fenêtre que vous voyez, où il était au centre, traversant des espaces complètement virtuels, avec un principe, je ne vais pas réexpliquer là, mais qui a beaucoup à voir avec ce que Franck évoquait ce matin, qui est un principe d'illusion d'optique, qui puisse ses racines à la fois dans le théâtre élisabétain pour faire apparaître des premiers fantômes sur scène, mais aussi dans la préhistoire du cinéma, puisque c'est comme ça qu'ont fonctionné les premières machines à produire de l'image animée. Donc on appelle ça le paper ghost. Voilà. On va passer à la vidéo suivante. Il faut que je surveille là. Artefact, très rapidement, ce matin Franck parlait des robots et des machines. Littéralement, Artefact, c'est une expérience dans laquelle c'est un spectacle sans acteur, uniquement joué par un bras robotique, une imprimante 3D qui imprime ses propres décors et qui rejoue le monologue être ou ne pas être de Shakespeare, ou explore en tout cas Shakespeare, spectacle que j'ai coécrit, dont le texte a été coécrit en dialogue avec une intelligence artificielle qui était abandonnée en ligne, à qui un jour on a posé la question est-ce que tu aimerais faire du théâtre, et qui nous a répondu oui, mais je suis assez classique dans mes goûts, j'aime surtout Shakespeare et deux pièces en particulier, Le Songe d'une nuit d'été et La Tempête, ce qui nous a amené à cette idée de lui faire jouer du Shakespeare. Artefact cherchait justement à interroger cette question qu'on a évoquée ce matin, qui est la sensation de l'absence et de la disparition du vivant sur la scène. Voilà, je vais peut-être m'arrêter. Non, voilà, je vais m'arrêter là pour ce paysage, pour essayer de faire court et passer la parole à Nicolas. Nicolas, je te laisserai te présenter peut-être plus en détail, mais Nicolas qui est co-concepteur des projets avec moi et qui va vous parler un peu plus d'un des derniers projets qu'on a fait qui s'appelle La Germination. Bonjour à tous. Oui, dans la continuité quand même de ce que vous avez pu voir, où vous avez compris, dans nos dispositifs, souvent la machine est présente, mais aussi la réalité virtuelle, en tout cas l'illusion et l'image virtuelle. En 2021, je crois, on a ouvert un site qui s'appelle D'autres mondes possibles, qui va se déployer avec 3 créations. On vient de faire la nouvelle création qui s'appelle Cornucopia, qu'on a joué au Théâtre National Populaire. Et donc le premier volet s'appelait Germination. Et donc c'était un spectacle en réalité augmentée. Alors c'était un peu, on avait pas mal regardé à l'époque, une première mondiale, internationale, sur la réunion de 80 spectateurs dans une salle, dans un rapport frontal, avec un dispositif théâtral, enfin une représentation presque classique, avec un décor, de la lumière, du son, mais où les spectateurs sont équipés de casques de réalité augmentée, donc pas de la VR, mais bien de la AR, ce qui pour nous quand même est beaucoup plus lié au dispositif théâtral. C'est vrai que la VR, c'est vraiment quelque chose où on est enfermé, très individuel. AR, on est déjà un peu ouvert, on voit le réel. Quand on a démarré ce spectacle, donc on a travaillé avec une lunette qui s'appelait Magic Leap, qui est une lunette américaine. C'est une vraie question au moment de la création, du choix en fait d'utiliser ce genre d'outils dans un dispositif théâtral, parce qu'évidemment, on en parlait tout à l'heure, on ouvre des murs mais on en ferme d'autres. Et du coup, il a fallu à un moment déployer l'ensemble du dispositif de représentation pour rendre possible cette représentation, puisque ces lunettes sont quand même malgré tout à des usages assez individuels. C'est pas normalement un endroit où on se retrouve, on partage, c'est vraiment dédié, à tel point que même pour développer donc ce dispositif, il a fallu, moi j'ai travaillé pendant à peu près 6 mois avec un ophtalmo, puisque chaque lunette en fait doit embarquer la correction oculaire de chaque spectateur. Donc il a fallu faire un panel imaginé sur des groupes jeunes ou moins jeunes. Qu'est-ce qu'il nous faudrait comme correction pour mettre dans les masques Magic Leap pour pouvoir permettre aux spectateurs de voir la représentation. Il y a aussi un front
et un nez différent, donc, qui permet de rehausser plus ou moins en fonction des typologies. Donc ça va assez loin quand même dans comment ils pensent la lunette à ce moment-là, en se disant c'est un truc qui doit être mondial, tout le monde doit pouvoir la mettre et être confortable. Mais nous, dans la représentation théâtrale, ça nous a amené plein de questions. Donc on a certaines qu'on a un peu évacuées, décidées de manière un peu comme qui étaient liées au lieu, pour par exemple les nez en fonction du premier rang, le dernier rang. Enfin, c'est plein de questionnements. Les inserts de lunettes qui demandent un dispositif en amont de la représentation, avec un temps où le public vient pour faire le test avec le petit truc qu'on a chez l'opticien, là, où on regarde les lettres. 3e ligne, c'est bon, vous avez ça comme correction. Avec quelques quand même spectateurs qui ont des trucs tellement poussés que c'est quand même compliqué, mais on y arrivait quand même à cacher des yeux et tout, on a trouvé pas mal de choses. Et après, donc, aussi le deuxième volet qui a été, je parle à un moment de comment on a mis en place le dispositif, parce que je pense que voilà, ça fait écho aussi sur cette relation publique, qui était de permettre à la fois de générer en fait cette possibilité du rapport entre le spectateur et la scène, et la répétabilité du spectacle, parce que nous, quand on fait un spectacle, on ne fait pas une fois, il va changer de lieu. Donc il faut penser voilà, c'est possible, qui sont des fois des lieux qui ne sont pas adaptés à ces expériences. On a pris plein de décisions qui sont une certaine mise à distance du public pour pouvoir avoir une pleine image de la scène, parce que ces lunettes-là, en fait, elles sont aussi limitées dans le cadre. Donc pour avoir une pleine image de la scène, du plateau, et pour ne pas en fait presque privilégier l'image virtuelle, on a décidé de reculer le public pour qu'il puisse avoir l'ensemble de la scénographie et l'image virtuelle à l'intérieur pour un peu oublier le cadre. Et du coup, le développement après de ce qu'on appelait des marqueurs, qui sont des espèces de grandes affiches sur scène, qu'on a beaucoup aussi questionné, qui est un peu la porte entre le virtuel et le réel, et qui va permettre aux spectateurs d'être positionnés dans la salle par rapport au plateau. Et ça, c'est juste un système très simple. On scanne cette affiche-là, et la lunette va calculer pour lui dire, là, il y a la scénographie, il y a le spectateur, et du coup, poser les images virtuelles au bon endroit. Pour nous, c'était important. Ce choix-là, il vient effectivement de toutes ces années où on a travaillé avec l'image virtuelle. On a fait plusieurs, les dispositifs de théâtre optique qu'on a vus avec Hikikomori, Artefact aussi, où effectivement on superpose la fabrication d'un décor via une imprimante 3D à de l'image virtuelle. Hikikomori ou Phrase sorcière qu'on a vu après, qui sont des grands dispositifs de théâtre optique, où du coup on mélange vraiment le virtuel et les comédiens, les décors réels. Donc c'est vraiment une scène douée de profondeur où il y a des images mais il n'y a pas d'écran, parce qu'on ne voit pas l'écran. Et du coup ça nous permet d'aboutir effectivement en 21 sur l'idée d'utiliser la réalité augmentée. Au petit passage aussi une installation qui a été développée avec le CEA à Grenoble qui s'appelle AICO, qui est la volonté et la tentative plutôt réussie de créer un hologramme à 360 degrés, donc avec le mélange d'un théâtre optique et de petits végétoprojecteurs et de miroirs qui nous permettait d'avoir une vingtaine de spectateurs autour d'un hologramme, qui est un peu le Graal, quand même, l'hologramme à 360 degrés dans lequel on peut tourner autour, qui a vraiment de l'épaisseur, de la profondeur. Voilà, c'est Princesse Leila dans la guerre des étoiles, quand elle apparaît dans les années 80. Là, on y était. Et d'ailleurs, au début, on voulait repartir là-dessus en très grand, mais c'était un peu compliqué. Le théâtre du globe. Théâtre du globe, un peu. Et du coup, on en est venu à Germination. Et Germination, c'est quand même aussi un aboutissement quand même de cette période réflexive après le Covid, où on se pose la question de 3 personnages qui décident de s'autonomiser par rapport au monde et qui vont s'extraire un peu de leur vie sociétale et s'enfermer dans une serre agricole, où ils vont planter et essayer de générer une autosuffisance, en fait. Et donc, germination, planter une graine. C'était vraiment l'idée de planter une graine, mais aussi de planter des idées, où le spectacle s'intéresse à 3 utopies contemporaines, et où chaque personnage va porter une utopie. Et ces utopies, elles sont, on peut les nommer, transhumanisme, antispécisme et cosmopolitisme. Et chaque univers en projection germe dans la tête des comédiens qui la narrent sur scène, qui nous en font le récit et qui y croient et qui vont essayer de nous convaincre. Et donc, à travers cette pensée qui est en train de germer devant nous, on disait à un moment, c'est un peu comme le loft mélangé à France Culture. Donc, ils sont en train d'essayer de planter, mais quand même, ils sont tout le temps en train de débattre sur quelle est vraiment, en fait,
le monde possible de demain, et puis surtout lequel il faut envoyer le chemin. Et du coup, voilà, je donne quelques images rapides. Je ne sais pas si on va y voir quelque chose. On va un petit peu. Elles sont pas triées. C'était compliqué parce que, mine de rien, c'est des images que j'ai prises à travers les lunettes. Donc là, on voit la scénographie réelle. Ouais, c'était hyper complexe. Ça, c'est une question pour moi de me dire comment aujourd'hui on capte des représentations du spectacle vivant quand on emploie la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Entre le plateau, en tout cas pour nous, on avait besoin de voir le plateau, de voir les lunettes. On aurait sûrement pu y arriver, mais c'était tellement énorme déjà à développer ce truc-là que voilà, j'ai été un peu essentiel. Donc là, voilà, c'est juste pour comprendre le principe rapidement. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu quand même, la serre agricole, qui est vraiment très réaliste. C'est sûrement une vraie serre, avec des entrées, de la lumière, du son, voilà, des pneus. Et du coup, la fabrication, elle est aussi dans la pensée de comment on va travailler avec ces outils-là dans le spectacle vivant. C'était de se dire, je fais une petite aparté, mais c'était un moment de me dire, je peux faire que des décors virtuels sur scène. Tout peut être virtuel et on peut mettre les comédiens à l'endroit du virtuel. Après, moi, je me dis à ce moment-là, mais si je fais ça, je ne travaille plus avec mes ateliers de construction, je ne travaille plus avec mes décorateurs, je ne travaille plus avec les gens qui vont accueillir leur spectacle dans les théâtres. Donc, il y a un paquet de monde qui ne va pas travailler sur ce spectacle. Donc, je me dis, mais comment je peux continuer à travailler dans ce réseau en fait, de la fabrication d'un spectacle? Et du coup, j'ai fait l'inverse. Je suis parti de décors virtuels et j'ai copié le virtuel en réel. J'ai rematérialisé une scénographie à partir du virtuel en allant chercher dans le cloud, dans des sites en fait, où voilà, le monde est complètement numérisé, digitalisé. Donc, il y a tout ce qu'on veut. Et du coup, j'ai fait copier en atelier de manière des répliques identiques des objets virtuels, et j'ai construit la scénographie comme ça, ce qui m'a permis d'avoir un objet réel, celui que vous voyez là, et le même en virtuel, et de pouvoir en fait additionner, soustraire, remplacer le virtuel, le réel, voilà, et vice-versa. Et ça, c'est un travail après qui est avec la lumière. Voilà. On va devoir s'arrêter. Donc je fais 2 ou 3 images où on voit la serre disparaître, il n'y a plus que les arceaux. Ça, évidemment, c'est des mondes qui sont en mouvement, parce que c'est vraiment de la vidéo. Et du coup, je dirais l'upgrade par rapport au théâtre optique en 2D, c'est qu'évidemment, là, c'est la vraie 3D, et le match virtuel est sur scène, mais il est aussi très proche de nous. C'est-à-dire ici, à l'intérieur, on est dedans. Donc, voilà, quelques images où là, on voit le réel et le virtuel. Voilà, on a fait le choix d'un graphisme assez naïf, presque, parce que c'est quand même, voilà, on ne croit pas vraiment à ce qu'il nous raconte, mais un peu quand même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on est à l'intérieur là de cette espèce de gros virus. On se demande d'où il vient, mais on a sûrement été influencé par un truc. Des drones aussi qui viennent, une baleine, voilà. Et puis une petite scène avant qui était drôle où en fait il commence à parler de Facebook, notamment, et se questionner. Et du coup, on a réussi quand même après, dans un deuxième temps, à remplacer les personnages réels, les comédiens, par des personnages virtuels qui, du coup, simultanément, comme ça, passaient du virtuel et du réel. Et en fait, la scénographie, à la fin, au début, elle est complètement réelle, et à la fin, elle est complètement virtualisée. Et on est face à un univers virtuel. Et voilà, là, on voit un peu le mélange des deux, entre le virtuel et les comédiens sont vraiment au plateau, mais ils disparaissent. Je suis navré, Nico, voilà, on s'arrête là. Je stoppe. Hop, 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 hyper vite, voilà. C'est beau. Voilà, et la fin qui est beaucoup plus onirique et poétique. Merci, Nicolas.